Alors, bonjour et bienvenue au Musée de l'Holocauste Montréal. Je suis Sarah, la chef des communications au musée. Merci infiniment pour votre présence ici aujourd'hui, alors que nous marquons le 80e anniversaire de la rafle du Vélodrome d'hiver. L'histoire de l'Holocauste est empreinte de dates douloureuses, d'actes déshumanisants, discriminatoires et génocidaires commis par les nazis et leurs collaborateurs. Mais cet anniversaire du Veldiv se distingue dans nos cœurs et dans nos esprits parce qu'il représente la plus grande rafle visant les Juifs de France de toute la Seconde Guerre mondiale. Les 16 et 17 juillet 1942, près de 13 000 hommes, femmes et enfants juifs ont été raflés à Paris. Les adultes sans enfants sont immédiatement déportés vers le camp de transit. Parmi les individus détenus au Veldiv, environ 4 000 enfants ont été enfermés dans le Vélodrome. Ces milliers de familles juives ont souffert pendant des jours dans des conditions horribles avant d'être déportés vers un camp de transit, puis des camps de concentration et de camps de mise à mort. Les événements du Veldiv sont d'une importance cruciale pour notre musée, car nous avons l'honneur de travailler aux côtés de deux survivants de l'Holocauste dont les vies ont été changées à jamais par cette rafle, Elie Dawang et Georgette Bloomberg. L'événement commémoratif d'aujourd'hui n'aurait pas été possible sans le dévouement d'Elie Dawang. Née à Paris de parents juifs lituaniens, Elie n'avait que 6 ans lorsque les Allemands ont occupé la France. Avant de céder la parole à Elie, je tiens à souligner son remarquable dévouement à la mémoire et à l'enseignement de l'Holocauste. C'est un vrai privilège de travailler avec Elie et je l'invite maintenant à monter sur le podium. Bonjour. Mon nom est Elie Dawang. Je suis un survivant de l'Holocauste. Je suis aussi un rescapé de la rafle du Veldiv. Je suis né en France, donc je suis français. Tous les enfants, mes parents étaient polonais, mais tous les enfants nés en France automatiquement sont français à part entière. Aujourd'hui, nous allons parler de la rafle du Veldiv, comme ça va vous a dit, c'est le 80e anniversaire de la rafle du Veldiv. À peu près 13 000 juifs ont été arrêtés dans une massive opération le 16 et 17 juillet 1942 à Paris. Je veux juste parler un tout petit peu de pourquoi il y a une rafle à Paris. Les Allemands qui occupaient Paris, paraît-il sous la botte des Allemands, ont décidé à la fin de juin et au début de juillet 1942 d'arrêter et de déporter, ça veut dire les exterminer, 27 000 juifs de Paris, 27 000 juifs étrangers de Paris. Et il y a eu des pourparlers entre les autorités françaises et les autorités allemandes, et finalement une décision a été prise pendant ces pourparlers que c'est la France qui planifierait, organiserait, exécuterait cette action de la rafle du Veldiv, l'arrestation de tous ces juifs. Et cette rafle a eu lieu le 16 et 17 juillet 1942. Comme ça vous a dit, 13 000 juifs ont été arrêtés. Il y avait 4 115 enfants, des enfants de 2-3 ans, des enfants de 15-16 ans. Alors, une fois arrêtés, il y a eu un triage immédiat de tous les juifs qui ont été arrêtés, un triage dans les commissariats de police, un triage peut-être dans les stades, peut-être dans les cours d'école, et immédiatement, les juifs qui n'avaient pas d'enfants, les couples qui n'avaient pas d'enfants, et les célibataires ont été immédiatement internés à Drancy. Drancy, c'est le camp d'internement tout à côté de Paris, à 5 km des portes de Paris. D'ailleurs, Drancy est surnommé l'antichambre de la mort, parce qu'à peu près 60 000 juifs de France sont passés par Drancy avant d'être transportés à Auschwitz. 60 000. Les familles juives ont été enfermées dans cette arène sportive, ce stade. C'était le Vélodrome d'hiver.
le monde l'appelait le Veldiv, c'est pour ça qu'on appelle ça l'arabe du Veldiv. Il y avait à peu près 8000 juifs, comme je dis, il y avait 4115 enfants. Et ce qui est marquant dans tout ça, c'est qu'il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Je pense, vous savez, non, oui, dommage, encore. Il y avait, je pense, plus ou moins 5300 femmes et 3800 hommes, et 4115 enfants. Et pourquoi il y avait plus de femmes que d'hommes? C'est parce que beaucoup de juifs ont été prévenus la veille de cette ralph. Et avant cette ralph, il y a eu des ralphs à Paris, il y a eu une grande ralph en mai à Paris. 4000 ou 5000 juifs ont été arrêtés, c'était toujours des hommes. Et ils pensaient, ils savaient qu'il y aurait une ralph le lendemain, ils savaient que les choses se passeraient, mais ils pensaient que seulement les hommes seraient arrêtés. Alors les femmes sont restées au foyer avec les enfants. Et ce qui s'est passé, beaucoup plus de femmes ont été arrêtées dans cette ralph de midi que des hommes. Les familles ont été enfermées dans cette arène sportive pendant presque 5 jours. C'est très chaud à Paris. Le 16 juillet, c'était un jeudi, ils sont restés là-dedans à peu près 5 jours. Il n'y avait rien à manger, il n'y avait rien à boire. Les toilettes ont été bloquées et débordées très rapidement. Ils dormaient sur les sièges par terre. 5 jours, ils ne pouvaient pas se laver, ils ne pouvaient pas se brosser les dents. C'était déjà presque l'enfer sur terre. Je ne sais pas, là, chaque fois que j'y pense, et puis j'y pense très souvent, je n'arrive pas à, comment dire, à comprendre comment ils ont pu supporter tout ça. C'était déjà presque l'enfer sur terre. Les gens, les juifs, ces familles qui ont été enfermées au Veldiv font presque 5 jours. Après 5 jours, tous ces juifs ont été transportés dans les camps d'internement du Loiret. C'était Bonne-la-Rolande et Pithiviers. Et à Pithiviers, je ne sais pas si ça s'est passé aussi à Bonne-la-Rolande, mais à Pithiviers, après quelques jours, peut-être une semaine, les gendarmes, un gendarme en France, je ne sais pas si vous le savez, c'est un peu comme la police fédérale du Canada ou la police provinciale du Canada, du Québec. Les gendarmes, qui d'ailleurs administraient tous les camps d'internement et les gardaient. D'ailleurs en France, en 1942, il y avait à peu près une quinzaine de camps d'internement où les juifs étaient internés en 1942. Et ce sont les gendarmes qui gardaient Pithiviers qui ont séparé de force, et ça encore, à chaque fois que j'y pense, ça me fait si mal au cœur, j'arrive pas, des émotions très fortes. Ils ont séparé de force les enfants des parents à Pithiviers, les enfants d'un côté, les parents de l'autre. Les mamans avaient leurs petits dans leurs bras, arrachés par les gendarmes, et d'un côté. Les parents ont été transportés à Drancy, et quelques jours plus tard, peut-être une semaine ou 2 semaines plus tard, eux aussi ont été transportés à Auschwitz. Finalement, les enfants eux-mêmes ont été emmenés à Drancy. Les 4115 enfants ont été emmenés à Drancy. Et quelques semaines plus tard, ils ont été entassés dans ces wagons de marchandises, presque comme des sardines, comme des boîtes de sardines, et transportés à Auschwitz. Le voyage prenait à peu près 1 journée et demie, 2 jours. Drancy est à côté de Paris, on va dire de Paris à Drancy. Et encore une fois, j'imagine ces enfants arrivés à Auschwitz, sales, affamés, exténués, sûrement qu'ils voulaient boire. Et immédiatement, ces 4115 enfants ont été immédiatement envoyés dans les chambres à gaz. Pas un enfant a survécu à l'horreur du Veldiv. Pas un. À Paris, dans le site de Veldiv, le Veldiv n'existe pas, il a été démoli en 1959. Il y a 3 sites de commémoration de l'horreur de Veldiv. On peut voir, Sarah, on peut le voir. Oui, ça sortait, d'accord. Ça, c'est le premier site.
vous avez une stèle, vous avez une inscription, je ne me rappelle plus exactement des mots, mais la dernière ligne, ils disent « Passant, arrêtez-vous un instant pour penser à ces juifs. » C'est terminé. On peut voir l'autre aussi. Celle-là, c'est celle-là qui me fait le plus mal. C'est le jardin d'enfants du Veldiv. Tous ces sites qui sont à côté du Veldiv, il y a les immeubles là où le Veldiv était placé. C'est un mur où le nom de ces 4115 enfants, le nom, le prénom, l'âge de ces 4115 enfants est inscrit sur ce mur. Et je l'ai visité 2 fois, je pense que ça a été dédié en 2017, je ne suis pas tout à fait certain, mais je l'ai visité 2 fois et je me suis placé à leur place parce que je me suis dit comment ça se fait que moi je n'ai pas été arrêté, comment ça se fait que c'est une chance extraordinaire à la fin de compte de ne pas être arrêté. Normalement j'aurais dû être arrêté, normalement mon nom aurait dû être inscrit sur ce mur, mais normalement j'aurais dû être gazé dans les chambres à gaz à Auschwitz. Et les 2 fois que j'ai visité, ça m'a vraiment frappé, ça m'a fait des émotions très fortes. On s'est recueillis, j'étais avec ma famille, on s'est recueillis pendant peut-être 3 ou 4, 5 minutes devant ce mur des enfants du Veldiv. Est-ce qu'on peut voir l'autre là? Merci. Le troisième site de la commémoration du Veldiv, c'est une sculpture dans le jardin des martyrs. C'est juste au-dessus des quais de la Seine. La Seine est à droite. Et c'est une sculpture, on voit une famille. Je pense qu'on m'a dit que la femme est enceinte, je ne sais pas. Une famille dans le Veldiv, parce qu'à gauche, vous voyez la piste de vélo courbée. Ils sont assis sur la piste de vélo de Veldiv, attendant leur sort. Ils ne peuvent pas imaginer, de toute façon, comment imaginer que dans quelques semaines, ils seront tous gazés dans les chambres à gaz. Alors, je ne sais pas si je répète ce que j'ai dit au premier. La rame du Veldiv, c'est la première fois en France que les enfants sont arrêtés. La première fois de toute l'histoire de la France, c'est la première fois que les enfants sont arrêtés. Et c'était des Français, pas tous, mais je pense qu'à peu près 90% des enfants étaient des Français à part entière. Et donc je parle un peu de tous ces événements. Je parle de la France. Je suis né à Paris, je suis né en France. En 1942, j'avais 8 ans. Je dis, c'est une des pages les plus douloureuses, les plus sombres, les plus noires de toute l'histoire de la France. La France, une très vieille histoire, qui remonte peut-être à 2000 ans avec les Gaulois, on va dire avec Hugues Capet en 1987. C'est un très vieux pays, la France. Et bien entendu, il y a eu des pages terribles, comme tout le pays, et ça fait des pages aussi terribles de l'histoire de la France. Si vous me permettez, je voudrais terminer par un discours prononcé par François Hollande, président de la République, en 2012, sur le site, à côté du site de Veldiv, comme le Veldiv, comme je vous ai dit, était rasé, il n'existe plus. Un grand discours, un très très grand discours, où il y avait les membres de son compagnie, il y avait le président de l'Assemblée nationale, il y avait le maire de Paris, il y avait les classes de langue, il y avait les familles de survivants, il y avait les juifs, il y avait les grands rabbins, grande foule qui était là pour son discours. Et ce que je vais faire, je vais citer quelques extraits de son discours. Il parle de ce qui s'est passé à Pithiviers. Il dit, les directives claires avaient été données par l'administration de Vichy. La France, pendant l'occupation, la France a été occupée entre 1940 et 1944. La France, pendant l'occupation, avait le gouvernement de Vichy
maréchal du gouvernement du maréchal Pétain, le gouvernement de Premier ministre était Pierre Laval. D'ailleurs, il y a une chose, si je peux retourner en arrière un tout petit peu, les Allemands n'ont pas demandé à la France d'arrêter les enfants. Ils n'ont pas demandé à la France, dans les 27 000 juifs qui voulaient arrêter, ils n'ont pas demandé les enfants. Et c'est le gouvernement de Vichy, et c'est Pierre Laval qui a fait une déclaration légendaire. Il a dit on ne peut pas séparer les enfants des parents. C'est pas parce qu'il avait pitié, c'est pas parce qu'il avait de la sympathie. La raison qu'il a dit ça, c'est parce qu'il voulait avoir la faveur des Allemands. Et il pensait que s'ils arrivaient à arrêter plus de juifs, les Allemands leur donnaient des faveurs, des choses qu'ils demandaient. Et Pierre Laval, d'ailleurs, a été jugé à Paris et fusillé à Fresnes. Je pense que c'était à la fin de 1946, 45 ou 46. You want to finish? Yeah, I just want to finish. Okay, thank you. Alors, les enfants ne doivent pas partir dans les convois que les parents. C'est donc à pas des séparations déchirantes que les parents d'un côté, les enfants de l'autre, partirent vers Auschwitz-Birkenau, les déportés de temps aussi, et ça avait précédé de quelques jours. Ce crime, ils y furent assassinés pour la seule raison qu'ils étaient juifs. Ce crime s'est déroulé ici, dans notre capitale, dans nos rues, dans nos cours d'immeubles, dans nos cages d'escalier, sous nos préaux d'école. Il parle des Juifs aussi, du livre. Ils croyaient, les Juifs, que le pays de la Grande République, dans la Grande Révolution, excusez-moi, la Grande Révolution, de la ville lumière, le seul miracle de refuge, ils aimaient la République avec une passion inspirée par la gratitude. C'est en effet à Paris, ça c'est quelque chose que les gens ignorent en général, mais c'est quelque chose de très important. C'est en effet à Paris, en 1791, c'est la constituante, que pour la première fois en Europe, et je pense tout le monde entier, que les Juifs étaient devenus des citoyens à part entière. Je vais terminer avec quelques extraits. La vérité, ce que la police française, sur la base des listes qu'elle avait elle-même établies, s'est chargée d'arrêter des milliers d'innocents pris au piège le 16 et 17 juillet 1942. C'est que la gendarmerie française les a escortés jusqu'au camp d'internement. La vérité, et ça aussi c'est frappant, la vérité, c'est que pas un soldat allemand, pas un seul, ne fut mobilisé pour l'ensemble de l'opération. La vérité, c'est que ce crime fut commis en France, par la France. Je vais terminer. Le grand mérite du président Jacques Chirac est d'avoir reconnu ici même, le 16 juillet 1995, excusez-moi, sa vérité. La France, dit-il, la France, patrie des Lumières, des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Merci. Merci Ellie. Avant de présenter Georgette, je voulais réinviter Ellie et Georgette à monter sur la scène pour allumer une bougie commémorative afin d'observer un moment de silence ensemble. Lors des commémorations de l'Holocauste, on a la tradition d'allumer 6 bougies en mémoire des 6 millions de victimes. Aujourd'hui, nous allons allumer une bougie pour représenter tous les enfants qui ont été assassinés, dont le nombre s'élève à plus d'1 million. L'expérience des enfants est au cœur de l'événement d'aujourd'hui, alors que nous nous souvenons des 4000 enfants, comme Ellie a mentionné, emprisonnés dans le Vélodrome, et que nous rendons hommage aux histoires d'Ellie et de Georgette, et Léon qui est ici aujourd'hui aussi, qui étaient tous les deux enfants au moment de l'invasion de la France. Ellie et Georgette, je vous invite ici pour allumer une bougie.
J'ai maintenant le plaisir de vous présenter Georgette Brinberg. Née en France de parents juifs polonais, Georgette n'avait que 4 ans alors que la police française l'a arrêtée ainsi que sa mère et sa sœur lors de la rafle du Veldiv. Elle a partagé son histoire remarquable avec des centaines de visiteurs de tout âge au musée et nous avons l'insigne honneur de l'entendre aujourd'hui. Après son témoignage, nous partagerons des photos qu'elle a amenées aujourd'hui et nous répondrons à vos questions. La parole est à vous, Georgette. Bonjour tout le monde. Comme vous avez entendu, je m'appelle Georgette Brinberg. Là, je vais vous donner un témoignage de ma vie. Elle est un peu différente, chacun une autre vie. Moi, je suis née en France de parents polonais. Mes parents étaient jeunes, sont tous les deux nés à Varsovie. Mon père est né en 1901, ma mère était née en 1905. C'est comme des jeunes mariés, ils voulaient changer leur niveau de vie. Ils ont décidé de savoir s'ils pouvaient émigrer autre part. Ils ont fait des recherches et on leur a dit d'émigrer en France. Pourquoi en France? Parce qu'il y avait une ville là-bas qui s'appelle Villerupt, qui avait beaucoup d'immigrants et qui avait beaucoup d'usines de métallurgie. On leur a dit, prenez une chance, allez à Villerupt. Ils sont partis, ils n'avaient pas rien de spécial en Pologne. Or, ils ont décidé de partir pour la France, à Villerupt, n'ayant pas d'enfants. Ils sont arrivés à Villerupt en 1927, sans enfants. Un an après, ma sœur est née, elle est née en 1928. Et moi, je suis née 10 ans après, qui veut dire qu'il y avait une grande différence d'âge entre ma sœur et moi. Mes parents ont vécu à Villerupt pendant 14 ans. Ma sœur a été à l'école, moi j'étais encore trop jeune pour aller à l'école. Nous sommes devenus, comme elle l'a dit, des Français. Mais Villerupt était en Meurthe-et-Moselle, pas loin de la ligne Maginot. Et les Allemands approchaient très vite. Et un beau jour, on nous a dit que la ville, Villerupt, va être bombardée. Vous allez voir par après les photos. Bon, Villerupt a été complètement bombardée et nous devions évacuer. Mes parents ont décidé de partir avec moi qui avait que 3 ans. Ma sœur avait déjà 13 ans pour Paris. Ils sont partis à Paris, ils ont dû recommencer à zéro leur vie. Bon, ils ont recommencé et ils ont dû louer un appartement. L'appartement, ils ne savaient pas que la France avait un accord avec les Allemands. Ils n'étaient pas du tout au courant. Alors quand ils ont loué un appartement à Reuilly, sur la rue Reuilly-Diderot, on leur a demandé leur religion. Alors ils prenaient ceci par acquis, leur religion, ils ont écrit juif, 2 enfants. Et c'était tout. Quelques mois plus tard, ils ont reçu une lettre que mon père devait se présenter à la préfecture de police avec une valise et une couverture. Tout ceci, ce que je vous raconte, moi j'étais trop jeune pour me rappeler, c'est ma sœur qui m'a tout raconté. Et ça m'a pris des années à avoir des preuves, car je n'ai jamais voulu raconter mon histoire sans avoir des preuves écrites, qui veut dire que j'ai tout noir sur blanc. Alors s'il y a des questions, je peux répondre car tout est inscrit. Bon, mes parents reçoivent une lettre que mon père doit se présenter à la préfecture de police. Ma mère a dit non, vas-y pas. Alors mon père devait être un homme honnête. Il a dit non, 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 peut-être ils ont besoin de moi à l'armée ou quelque chose, je vais me présenter. Malheureusement, de cette journée-là, on n'a jamais revu mon père. Il a été envoyé à Bonne-la-Rolland, à un camp de travail pendant une période d'1 an. Là, la vie est devenue excessivement difficile. Ça a débuté qu'on avait déjà l'étoile juive, il y avait des cartes de ravitaillement, ma mère a dû chercher du travail et moi j'allais dans le métro avec ma sœur qui dans ce temps-là raccommodait des bas parce qu'elle a trouvé un emploi pour raccommoder des bas comme nous maintenant, quand nous avons des bas, quand ils ne sont pas bons on les jette, mais elle devait raccommoder des bas. Et je suivais toujours ma sœur et non ma mère travaillait mais on ne savait pas, elle avait un autre emploi. Mais il y avait des cartes de ravitaillement et la vie devenait excessivement difficile. Mais on a survécu. Mais les lois ont changé, comme M. Léon a dit auparavant. Un beau jour, on nous a dit qu'il y avait des rafles. Il y avait une rafle qui nous a dit descendez, tout le monde devait descendre devant leur appartement.
et personne n'était au courant pour quelle raison. Alors les Français montaient, vérifiaient les logements et tout ce qui s'ensuit. Alors ma mère me dit, comme j'étais très jeune, elle me dit cache-toi en dessous le lit. Mais malheureusement, je n'ai pas pu me cacher trop longtemps, car les Français sont venus, ils ont vérifié notre appartement et descendez. Alors nous sommes tous les trois descendus. Où est-ce qu'ils nous ont amenés? Ils nous ont amenés au Vélodrome d'hiver. Mais on n'était pas au courant que nous allons aller, on ne savait même pas ce que c'était le Vélodrome d'hiver. Nous sommes arrivés là-bas, comme monsieur a mentionné auparavant, c'était terrible. Il y avait des cris, il y avait des pleurs. C'est une chose que je me rappelle, les cris. Mais je ne me rappelle pas grand-chose du Vélodrome, mais une chose que vous allez voir, je me rappelle. Et de là, comme ça a été divisé, homme d'un côté, femme de l'autre, et enfant du troisième côté. Et moi, je tenais la main de ma mère. Mais d'un seul coup, ils ont pris la main de ma mère, et c'était fini. Je ne l'ai jamais revue. Et moi, j'ai commencé à pleurer, mais réellement crier, pas pleurer. Mais j'étais en ligne, et là, le français, c'était un guichet quelconque, ma soeur se rappelait pas, et il a demandé à ma soeur, est-ce que vous avez où aller? Elle ne se rappelle pas si elle a dit oui ou non, mais le français lui a dit, il devait avoir pitié, parce que, vous savez, dans n'importe quelle chose, il y a toujours une bonne personne quelque part. Il dit à ma soeur, prenez la main de votre petite soeur, sortez, mais surtout ne retournez-vous pas, car si vous vous retournez, vous allez être prise. Alors, on a pris une porte quelconque, je ne sais pas, elle me tenait, et moi je criais toujours. Nous sortons du Vélodrome, et il y avait des voitures qui tournaient le Vélodrome, car les gens étaient au courant que ramassaient les Juifs et les mettaient au Vélodrome. Moi, je ne comprenais pas ce que c'était juif, non juif. On portait toujours, moi je ne portais pas l'étoile, j'étais trop jeune, mais ma sœur avait l'étoile juive. On nous a ramassés 3 fois, mais la première personne qui nous a ramassés a demandé à ma, vous êtes juive? Alors elle a dit oui, alors elle dit, ouais, vous avez l'étoile juive, je ne peux pas vous prendre, en cas qu'un Allemand m'arrête, je vais être ramassée car je vous ai aidé. Et ceci nous est arrivé 2 fois. Mais comme on dit en français, jamais 203, la 3e fois c'était un coup de chance. Il y a un monsieur qui nous amène, qui nous ramasse et dit, avez-vous où aller? Alors ma soeur a dit non, on n'a pas où aller. Alors elle dit, je vais vous emmener quelque part, vous allez être bien, vous allez être caché, vous n'allez plus voir aucun Allemand. Il nous a amenés à Morée. Morée, c'est dans Loir-et-Cher, un petit village, et il n'y avait pas beaucoup, personne n'était au courant que ce monsieur allait nous amener à Morée. Nous sommes arrivés à Morée, et de là, il y avait une dame qui nous attendait, Madame Tardif. De là, je me rappelle de tout. Madame Tardif, elle était devant la porte, elle dit, mesdemoiselles, vous allez devenir catholique, vous allez changer de religion immédiatement, je vais vous apprendre votre catéchisme, vous allez aller à l'église. Moi, ma soeur a dit oui, on n'était pas réellement, on n'était pas trop pour. Elle savait qu'on était juifs. Moi, je ne comprenais pas encore ce que c'était entre juifs, quelque chose d'autre. Et de là, Madame Tardif nous a cachés. On allait chaque dimanche à l'église, on ne manquait pas aucun dimanche. On priait avant d'aller se coucher. À minuit, quand on mangeait, on faisait nos prières, et le soir, on faisait nos prières avant de dîner. Et ceci je suis restée cachée là-bas 4 ans. Et la chose la plus drôle qui est arrivée, c'est que à côté de la maison de Madame Tardif, il y avait une très très belle maison. Et les gens du village l'appelaient le château. Et c'était, vous savez, c'est maintenant genré, mais c'était un Allemand qui avait acheté cette maison. Et Madame Tardif avait un chien. Alors elle m'a toujours dit, si le chien aboie, ne sortez jamais. Moi, je sortais presque jamais parce que Madame Tardif avait peur que si je sors ou que je dise quelque chose, les gens du village vont être au courant. Personne au village était au courant qu'elle gardait 2 filles. Mais il y avait quelque chose. Madame Tardif avait un neveu. Et son neveu avait 2 filles, une grande et une petite. Alors, quand nous allions à l'église chaque dimanche, les gens du village ne savaient pas qui est-ce qu'on était. Ils pensaient qu'on était les filles
de Madame, les petites filles de Madame Tardif, de son neveu. Alors, il n'y avait aucune question. Mais la seule personne qui était au courant qu'elle gardait 2 filles juives, c'était le maire. Et le maire de ce temps-là, je vais vous raconter par après, j'ai rencontré le maire de nos jours. Il est venu à Montréal. Alors, nous étions cachés pendant 4 ans. Moi, on n'a pas été, Madame Tardif était veuve. Alors, c'était une dame qui était très stricte. Elle ne me laissait pas trop sortir. Ma sœur, elle avait 2 moutons, je ne me rappelle pas ce que ma sœur m'a dit. Et elle avait deux brebis. Elle avait 2 brebis. Alors, ma sœur faisait attention à ses brebis. Et moi, j'étais à la maison avec elle. Elle avait un champ de rhubarbe. Alors, nous faisions beaucoup de confiture de rhubarbe. Entre parenthèses, c'est la raison que j'aime beaucoup la confiture. Nous sommes restés là-bas pendant 4 ans. Quand le chien aboyait, on ne sortait pas. Et la vie continuait. Mais on ne savait pas ce qui se passait à l'extérieur. Mais un beau jour, Madame Tardif, tiens, la libération va arriver, les Américains sont arrivés, vous allez voir, vous allez pouvoir sortir, être libre. Alors, et on n'avait pas où dormir, on dormait dans le grenier. Il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de couverture, il y avait des couvertures certainement, mais on dormait dans le grenier sur de la paille. Mais on était vivants quand même, elle nous a sauvés quand même la vie. Un beau jour, ma soeur a dit, tu sais Georgette, il est temps qu'on s'en aille, qu'on sache ce qui est arrivé peut-être à nos parents, on va voir. Alors on s'est évadé. On s'est évadé de Morée, on a fait de l'auto, le chien n'aboyait pas, on est sorti de la maison et il y avait des camions qui passaient, alors elle a fait du stop et c'était un camion de tomates qui s'est arrêté, là je me rappelle comme aujourd'hui, et d'où allez-vous? Alors ma soeur a dit pour Paris. Nous sommes arrivés à Paris. Où aller? On ne savait pas où elle avait, pas d'argent, pas de famille, absolument rien. On s'est arrêté à quelques préfectures de police. On a demandé, êtes-vous au courant de ce qui est arrivé aux personnes qui sont parties à Bonne-la-Rolande? Alors le Français nous dit gentiment, eh bien, ils ont tous parti à Auschwitz, ils ont été gazés. Que veut dire le mot gazé? On n'avait jamais entendu parler du mot gazé. On s'est arrêté comme ça 2-3 fois et ils nous ont dit la même chose, qu'on ne savait pas où est-ce que ma mère était. On n'était pas au courant qu'elle a été envoyée à Drancy et de Drancy au camp de concentration et de là elle est rentrée dans une chambre à gaz. Mais on n'était pas au courant et on s'est arrêté comme ceci. Mais il y avait des organisations juives qui aidaient des orphelins. Ma grand-mère a vécu à Paris. Elle a survécu. Elle a été prise dans un camp de personnes, elle a été cachée dans un camp de personnes qui avaient la diphtérie. Mais elle a survécu. Mais ma sœur se rappelait, vous savez, c'est comme à Montréal, il y avait des coins pour des personnes de religion juive, d'autres pour des personnes italiennes. Vous savez, il y a des communautés. Mais ma sœur se rappelait que ma grand-mère habitait Bonne-la-Rolande à Paris. Alors on a cherché, pas Bonne-la-Rolande, un coin de Paris, c'est Bonne-la-Rolande, non. Le coin, c'est, je ne me rappelle pas du mot de ce coin-là, justement. Et on a retrouvé ma grand-mère. On a retrouvé ma grand-mère qui était une personne âgée. Mais les organisations juives ont demandé, c'est elle qui était la tutrice de moi, parce que j'étais trop jeune. Ma sœur ne voulait pas rester à Paris. Moi, j'ai été envoyée par des organisations juives en Israël, qui veut dire que j'ai dû recommencer ma vie. J'avais 10 ans et demi. On m'a envoyée en Israël. J'ai vécu en Israël 4 ans. Ma sœur ne voulait pas partir. Elle a rencontré un jeune homme, elle s'est mariée à Paris. Et moi, je suis partie en Israël et j'ai vécu dans un kibbutz pendant 4 ans. Et de là, j'ai dû apprendre l'hébreu. Et nous travaillions le matin et l'après-midi, nous allions à l'école. Et c'était, êtes-vous au courant ce que c'est la vie d'un kibbutz? Oui. Ok, alors je n'ai pas besoin d'expliquer. Alors, c'est une vie communautaire. J'ai vécu là-bas pendant 4 ans. Et là, ma sœur m'écrit, et dans ce temps-là, elle n'avait pas d'ordinateur. Elle m'écrit, elle me dit, tu sais Georgette, on n'est que toutes les deux. Je vais te faire venir au Canada. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Mais elle dit, on va trouver un moyen, tu vas venir. Au début, je ne voulais pas partir. J'étais déjà habituée à la vie d'Israël, la vie communautaire. J'ai appris l'hébreu, j'étais très bonne en hébreu. Et j'ai dit non.
Et elle dit, oui, tu vas venir. Elle était comme ma mère, 10 ans de différence, c'est une grande différence. Elle dit, tu vas venir, je vais te faire venir au Canada. Elle m'a fait venir. Et je suis venue au Canada en 1955, ça fait très longtemps. Je me suis mariée en 57. Là, j'ai dû recommencer à zéro, j'ai dû apprendre l'anglais. Alors, parce que je ne voulais pas toujours rester sur l'ombrelle de ma sœur, j'ai dit, il faut que j'apprenne l'anglais. Et j'ai débuté, j'ai été dans un business college, j'ai appris l'anglais, j'ai débuté. J'ai travaillé 27 ans pour la même compagnie. Et je suis fière de le dire, j'ai travaillé pour l'Ordre des comptables agréés du Québec. Et je me suis mariée, j'ai 5 petits-enfants et une petite arrière-petite-fille. Et la vie était correcte. Et de là, un jour, un de mes enfants me demande, « Maman, où est-ce que tu aimerais aller? Est-ce que tu as un passeport? » J'ai dit oui. Il me dit, « Tu sais quoi? Où veux-tu aller? » Je dis, « La seule place que j'aimerais aller, ça serait à Morée, voir la maison où est-ce que j'ai été cachée. » Je ne voulais pas aller à Villerupt, où est-ce que je suis née. Parce que moi, je suis née à Villerupt, mais je ne voulais pas. Alors, je me suis dit, j'aimerais aller visiter Morée. Alors, un beau jour, un de mes fils m'a pris pour aller à Morée. Je suis rentrée à Morée. C'est une communauté, très petite communauté. Le maire m'a reçu, moi et mon fils. Et j'ai été voir la maison et c'était drôle. C'était un choc. Pourquoi? Parce que je pensais que cette maison était grande. J'étais vu voir, le grenier était très petit, la cuisine était petite. Et c'était tout à fait une autre vie. Je suis restée là-bas 2-3 jours avec mon fils. Mais ce n'était pas tout. De là, il y avait quelqu'un, un historien, qui habite encore Morée. Je suis en contact avec lui. Et j'ai reçu justement hier de monsieur, comment j'ai oublié son nom, je suis un peu excitée ici. Il me dit qu'il fait très très chaud en France. Georgette, tu me manques. Il est marié. Mais il dit comme ça, c'est une chose qu'il faut comme on ne peut pas laisser une chose pareille. Madame Tardif et sa famille on doit les fêter. On ne peut pas oublier ce qu'ils ont fait pour vous. Alors, ce qui est arrivé, je suis restée en contact avec ce monsieur et il me dit, est-ce que vous pouvez redescendre à Morée avec vos enfants et vos petits-enfants? Alors, on a vérifié tout. Et mes enfants ont dit oui, mais je n'ai pas pu descendre avec tous mes petits-enfants, je suis descendue qu'avec deux. Les autres avaient des examens et tout ce qui s'ensuit. Là, nous arrivons à Morée. Il y avait toute une délégation. Il y avait toute une délégation, nous ont requis, disons, nous sommes arrivés en voiture, et de là, il y avait une centaine de personnes qui nous attendaient. Mes enfants et moi sommes restés bouche bée. Je ne pensais pas qu'il y aurait une festivité pareille que nous sommes arrivés. La première chose, il nous a emmenés à l'église. Et l'église était la place où j'ai passé beaucoup de temps. Et c'était écrit. Le siège était Madame Tardif et ses 2 petites filles. Ces 2 petites filles qui étaient réellement les petites filles de son neveu. Alors nous sommes rentrés à l'église et on était pris, c'était incroyable. De là, ils ont fait toute une réception pour nous. C'est même, vous allez voir les photos par après, c'est incroyable. Et de là, ils nous ont, pour remercier ce qui est arrivé à Madame Tardif et à nous, ils ont fait une commémoration. Ils ont écrit sur la porte d'entrée de la maison de Madame Tardif. Vous allez voir, je ne me rappelle pas exactement ce qui est écrit. Et ils m'ont donné à moi et ma sœur une plaque en commémoration qu'on a été sauvés. La communauté de Morée nous a donné une plaque en disant que nous avons survécu et c'est écrit justice. Vous allez voir exactement ce qui est écrit dessus. Et de là, je suis revenue à Montréal avec. Mais ce n'était pas tout. Je me suis dit, est-ce que ceci peut être arrivé? Est-ce que c'est vrai tout ce qu'on dit sur les camps de concentration et tout ce qui s'ensuit? Ça m'a toujours tracassée et je me suis dit, il faut que j'aille visiter. Alors, il y a une organisation montréalaise qui se nomme March of the Living. Et j'ai participé à ce March of the Living et j'ai été visiter les camps de concentration. Écoutez, si vous avez, je ne sais pas si quelqu'un ici a été visité, mais si vous avez la chance d'aller visiter, c'est que vous avez, moi aussi j'ai été les visiter. C'est pas croyable, vous ne pouvez pas
croire ce qui est arrivé. Vous savez, il y a beaucoup de génocides dans la vie. Il y en a eu en Arménie, il y en a partout dans le monde. Mais voir des choses pareilles, c'est incroyable. Comment on peut prendre des enfants. Et il y avait un camp, une cabane, que des chaussures d'enfants. Il y avait des milliers de chaussures d'enfants. Vous rentrez là-bas, c'est mortel. Il n'y a pas un son. Et vous voyez beaucoup de... C'est incroyable. Il faut le voir pour le croire. En tout cas, je l'ai vu, ça m'a tranquillisée car je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Après, je me dis, qu'est-ce qui est arrivé à nos parents? Et de là, ma soeur ne voulait pas en parler. Ma soeur a été bloquée pendant des années, jusqu'à temps que je lui dise, écoute Léa, il faut que je sache ce qui est arrivé à nos parents. Mais elle était bloquée. Mais petit à petit, j'ai commencé et j'ai écrit moi-même en Allemagne, j'ai écrit en France et j'ai tout noir sur blanc. La première chose qu'ils m'ont écrit d'Allemagne, m'ont écrivez à telle et telle place en France. J'ai reçu de la documentation de France et ça m'a été écrit que mon père de Bonne-la-Rolande en 1942 est décédé. J'ai un autre papier que je viens de retrouver, qu'il a été décédé en septembre en 1942 et ma mère est rentrée à Auschwitz dans une chambre à gaz en 1942 et est morte à telle et telle heure. Et c'est même pas croyable de savoir comment les Allemands étaient organisés, car j'ai l'heure exacte du décès de ma mère. Quand j'ai lu ceci, c'était pas croyable, tu peux pas le croire, mais j'ai tout noir sur blanc. Et ça, c'est mon témoignage à moi. Alors, si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Et là, vous allez voir des photos. Ça, c'est ma mère. Oh, c'est écrit. Ça, c'était en France. Ça, c'est ma soeur et moi. Ça, c'est la carte. Ça, c'est Villerupt avant. Là, vous allez voir Villerupt. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, ils ont rebâti Villerupt. Voyez-vous, la ville a été complètement bombardée. Ils avaient des usines de métallurgie. Et les Allemands étaient très... Avec la métallurgie, tu peux faire beaucoup de choses. Ça, c'est mauvais. Il y a un paragraphe qui dit que est-ce qu'on peut lire le paragraphe, Sarah? Le paragraphe qui dit que les Juifs et en haut, à droite, l'établissement, voyez-vous l'établissement? Ici, voilà. Et l'établissement, en tout cas, c'est pas grave. Non? Oh, oui, lisez-le, parce que c'est quelques lignes et c'est bon à savoir. Vous entendez? OK. L'établissement durable de gens de couleur. Voilà. Les gens de couleur ne doit plus être toléré. Les travailleurs de couleur ne peuvent plus être employés en France que si les travaux ne sont pas de nature provisoire. La France ne doit pas entretenir de troupes de couleur, pour autant que des gens de couleur sont en partie. C'est assez, merci. Okay. C'est ce que, pour vous montrer qu'il y avait de la discrimination contre les Noirs, contre les autres personnes. Aucune personne qui n'avait pas les cheveux blonds et les yeux bleus n'était pas admis comme, ne pouvait pas trouver du travail. Ça, c'est un paragraphe, malheureusement, qui est là. OK. Là, c'est les cartes de ravitaillement. Comme nous, on était 3 personnes, on n'avait pas trop à manger. Voyez-vous? Est-ce que vous pouvez le lire? Oui. Pour compléter, j'ajoute le début. Voyez-vous, tout ça, j'ai écrit à Villerupt. J'ai écrit au maire de Villerupt. Et c'est un historien qui m'a répondu. Il pense. Parce que j'ai chaque papier noir sur blanc.
Ça, c'est la carte. Les camps d'intervention. Drancy, voyez-vous, ça où est-ce que ma mère a été envoyée. Et Bonne-la-Rolande, où est-ce que mon père a été envoyé. Qui veut dire que je ne connais pas du tout mes parents. Pour moi, mes parents sont... C'est des personnes que je ne connais pas du tout. J'ai aucune vision. C'est drôle, aucune vision de mes parents. Je ne les connais pas du tout. Voyez-vous, ça, c'est une des photos de Bonne-la-Rolande. Ça, c'est le monsieur à ma droite avec le casque en cuir. Ça, c'était mon père. Avant de les envoyer à Auschwitz, ils ont pris des photos. Là, j'ai reçu une lettre de Villerupt. Voyez-vous? C'était inscrit que mes parents ont été pris. Ça, c'est le décès de ma mère. Hein? Acte de disparition, mais mon père a été décédé aussi à Auschwitz. Ça, c'est combien de personnes allaient dans les trains. Ça, c'est la rue principale de Morée. Ça, c'est Morée. Voyez, nous nous sommes évadés, la grande rue au milieu, c'était la rue principale. Si vous regardez dans l'Internet, c'est une très belle petite... C'est pas un village, c'est une communauté. Ça, c'est la maison de Madame Tardif. Ça, c'est le grenier, où est-ce que ma sœur et moi dormions. Et ça, c'est la belle maison, le château, qu'on appelait le château. Où est-ce que l'Allemand a acheté cette maison. Ça, c'est le buisson qui séparait la maison avec cette maison. Ça, c'est l'église. Je me rappelle encore du catéchisme. Ça, c'est ma grand-mère, ma sœur et moi et ma tante qui habitaient à Paris. Personne n'a survécu. Ça, voyez-vous, Madame Tardif, et les deux filles, c'était les filles de ce monsieur à droite. C'était ces deux filles, son neveu. Monsieur Avrin est venu à Montréal. Ça, c'est l'église avec la délégation. Et voyez-vous, ça, c'est... Ils ont mis le drapeau français. Voilà. Monsieur le Texier, c'est celui qui nous a donné, qui nous a ramassés. Et ça, c'est l'historien, que je suis encore en contact avec lui. Et c'est ça. Ça, c'est mon témoignage. Alors, si vous avez des questions... Là, je suis là pour vous répondre. J'espère que j'aurai des questions. Pardon? J'ai visité Auschwitz. J'ai été à Auschwitz, j'ai vu tous les camps. Je vous assure que c'est très difficile à voir. Vous y avez été? C'est incroyable, hein? Merci. C'est pas croyable. Oui, et quand vous rentrez là-bas, il n'y a aucun bruit ici, c'est mortel. Qu'est-ce qui vous a fait visiter? Pourquoi il vous visite?
Moi, j'ai beaucoup d'intérêt pour C'est ça. l'histoire de l'Holocauste, Ouais. de la guerre. On a fait des mémoires. D'accord. Oui. Moi, j'ai une très bonne amie, une Canadienne québécoise. On a travaillé ensemble pendant 20 ans. Elle est partie à Auschwitz, elle a visité le camp il y a à peu près 5 ans. Elle m'a envoyé une carte. Elle me dit, Georgette, de ma vie, elle ne pouvait pas en croire. Surtout, elle me dit, quand je suis rentrée là-bas, elle dit, il n'y avait pas de son. Il y a pas... Tu penses que tu rentres dans un... C'est pas croyable. Hein? Ça te touche, même si tu n'es pas... Oui. Moi, je n'ai pas voulu encore. Je ne pouvais pas le croire, il fallait que je le voie. Oui. D'abord, merci pour Ah, votre témoignage. Et pendant l'élection française, il y a un candidat, Éric Zemmour, qui a parlé de comment Vichy n'était pas si pire et qu'ils ont essayé de sauver les Juifs français. Votre témoignage est contraire à ça. Qu'est-ce que vous pensez de Zemmour et le fait qu'avec les années qui passent, le révisionnisme, les gens qui peuvent soit pas nécessairement nier la Holocauste, mais changer certains détails comme... Mais monsieur avant a parlé que clairement ils ont ciblé pas juste les Juifs étrangers, entre guillemets, mais aussi les Juifs français. Vous êtes témoin de ça. Alors qu'est-ce que vous pensez qu'en 2022, il y a un candidat important? On ne peut pas changer. Les gens sont différents. Voyez-vous, moi j'ai été sauvée par une personne qui a dû avoir pitié. Vous savez, comme on dit, dans un océan, il y a beaucoup de poissons. Et chacun pense d'une autre manière. Il y a beaucoup de génocides dans le monde. Il y en a eu pas mal. Et ça existe encore. Il y a encore beaucoup de discrimination contre n'importe quelle race. Ça dépend de l'individuel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Il faut en parler. Moi, je pense personnellement que ceci doit être éduqué dans les écoles. Parce qu'en apprenant aux enfants ce qui s'est passé, peut-être ça va changer, je ne sais pas, mais ça doit être... Voyez-vous, moi j'ai beaucoup de personnes, des Québécois, des Canadiens, qui ne sont pas du tout au courant, car chacun vit sa vie. Il faut y penser, comme ce monsieur-là, il aime l'histoire, il voulait voir si c'est réel. Moi, je ne le croyais pas, j'ai les papiers, alors je dis c'est réel, je ne pouvais pas croire que des gens rentraient dans une chambre à gaz. Est-ce que c'est réel pour vous? Voyez-vous, pourquoi qu'ils ont dit à mon père d'amener une valise et une couverture? Je vais vous dire la raison, je viens de l'apprendre. Quand ils sont arrivés à Auschwitz, on leur a dit de prendre une douche. Alors les gens pensaient qu'ils vont prendre une douche, ils vont sortir, ils auront une couverture. Ils ne sont jamais sortis. Ils sont sortis en cendres. Alors changer, espérons que ça va changer, mais moi étant français, je ne voulais pas, je n'ai pas été visiter la France pendant des années, je ne voulais pas retourner en France. Oui. Je suis juste surprise parce que... Je vais vous rapprocher de vous. Oui, je suis surprise parce que vous dites qu'il faut que ce soit enseigné. Pour moi, c'est, je suis pas née ici. Moi, je suis née en Bulgarie. J'ai vécu 10 ans en France et depuis 10 ans, je suis ici. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire, un peu comme monsieur. Mais je connais très bien Veldiv, je lis plein de livres là-dessus. Mais est-ce que j'ai l'impression que la moitié des gens que je connais ici, qui lisent aussi des livres, donc qui sont des personnes instruites, ne sont pas au courant. Donc ne me dites pas qu'à l'école, on n'enseigne pas l'Holocauste, tout ce qui s'est passé. Mais non? ça n'a pas encore été. Maintenant, moi, je vais faire partie d'une organisation qui s'appelle Genocide dans les écoles. Et je pense que c'est très important. Et voyez-vous, comme j'ai mentionné, c'est que les gens vivent leur vie. Et beaucoup de Canadiens ou Français ne sont même pas des Français. Les Français savent ce qui est arrivé. Mais d'autres pays ne savent pas ce qui est arrivé. Chacun veut vivre sa propre vie. Comme regardez pas loin maintenant, regardez ce qui se passe en Russie. C'est exactement la même chose. Oui. C'est identique. C'est un génocide. Et les gens vivent leur vie. Tu en parles un peu à la radio, mais chacun fait sa vie. Mais si c'est instruit dans les écoles, ça va être autre chose. Il y a quelque chose qui va rester dans toi. C'est pas mandaté dans les écoles, c'est ça le défi. C'est d'après moi, c'est la chose. Je trouve ça vraiment, je suis choquée. Oui, mais c'est comme ça n'a pas encore été appris dans les... Et ça commence, oui. Oui, ce qu'on voit ici au musée, c'est des exemples positifs, des groupes scolaires qui nous visitent, mais malheureusement, c'est pas quelque chose qui est mandaté, qui est obligatoire.
il y a des moments clés dans les curriculums où c'est évident de l'enseigner, mais c'est pas mandaté. C'est ça, il faut apprendre ça dans les écoles. Oui. J'ai marché un peu. Est-ce qu'on sait combien les enfants ont sauvé dans le BAD comme vous? Non, moi personnellement je ne suis pas au courant. Pour moi c'était un coup de chance. Parce que si j'aurais pas pleuré, et si le français il a eu mal au cœur, certainement, je ne sais pas. C'est grâce à lui que je suis ici, et c'est une des raisons que j'en parle maintenant. Mais je n'ai pas parlé de mon passé pendant des années, des années. Après, c'est par pure coïncidence que j'ai débuté. J'ai jamais parlé au public. J'ai pas une éducation extraordinaire. J'ai pas été à l'école pendant des années. Mais non, j'ai aucune idée. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Hein? Oui. Il y a une autre question. Oui. Merci pour votre témoignage. Oh, ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce que vous pensez de la collaboration de M. Pétain? Vous savez, je m'excuse, mais je vous entends pas. Je peux me rapprocher aussi. Avec le recul, qu'est-ce que vous pensez de la collaboration des Français il y a des années qui est arrivée tout ça? Ben, la France, vous savez, je ne voulais pas le croire, étant née en France, ce qui est arrivé, et surtout que moi, pardon? Tout le monde entend. J'ai été, moi ce qui m'a touché le plus dans tout ça, c'est que il y a, comme j'ai mentionné, il y a toujours une bonne personne quelque part. Parce que si j'aurais pas été sauvée par ce Français, mais allons un peu en arrière, le Français qui montait, la concierge, qui nous a dénoncés parce qu'on est de religion juive, j'ai jamais pu le comprendre. Pour quelle raison a-t-elle appelé l'allemand pour dire qu'il y a des enfants juifs ici? Pour quelle raison? Le train, on était toujours, moi et ma soeur, dans le dernier métro parce qu'on avait l'étoile juive. Pour quelle raison? Alors, les Français, malheureusement, ont beaucoup collaboré avec les Allemands. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu retourner en France pendant des années, des années. Mais comme j'ai dit, il y a beaucoup de génocides, il y en a partout, mais je pense que celui-là est différent que les autres. Oui? Mettre des gens dans une chambre à gaz, est-ce que c'est croyable? Non. C'est pour ça, quand je suis rentrée, quand j'ai été visiter Auschwitz, je dis non, c'est impossible. Tu rentres comme une personne et tu en sors ancêtre. Mais il faut en parler. Mais il y a beaucoup qui ne veulent pas l'entendre. C'est juste les grandes lignes. Voilà. 45. Voilà, c'est oublié, c'est ça. Mais ça va comme. C'est pour ça que je dis il faut que ça soit instruit dans les écoles. Ah ben, je dis que moi je parle beaucoup à des enfants, à des jeunes. Je pense qu'un enfant commence à comprendre à l'âge de 13 ans, 12, 13 ans, n'est-ce pas? D'après vous. Hein? Ben, ils comprennent ce qui s'est passé là, ils deviennent matures. Oublions la drogue et tout ce qui s'ensuit, mais il y a quelque chose qui reste dans la tête quand même. Alors, c'est ma réponse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si c'est toutes les questions, je voulais juste vous remercier encore pour votre présence. Et Ellie, Georgette et Léon, merci beaucoup.